arrive normalement à prendre. Je te donne signe. C'est bon là? Ja. Ça a l'air, ok. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à ce webinaire, à cette conférence en ligne à l'occasion des 60 ans de l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier 1961, Premier ministre du gouvernement élu au Congo, Patrice Lumumba, était assassiné sur ordre du gouvernement belge et états-unien. À travers ce webinaire qu'on organise ce soir, la revue Lava veut mettre à l'honneur la figure de Lumumba et découvrir la vérité sur sa personne et son assassinat. Qui était Lumumba? Quelle a été son importance pour l'histoire du Congo? D'où est venu l'ordre de l'assassinat et par quoi était-il motivé? Quelle est l'importance des idées de Lumumba pour le Congo, l'Afrique et pour la décolonisation de la Belgique aujourd'hui? Voilà quelques-unes des questions que nous aborderons ce soir. Avant de vous présenter les intervenants et de vous présenter la revue qui accueille la soirée ce soir, une petite information technique. Pour les personnes qui souhaitent une traduction en néerlandais, il y a une traduction en simultané qui est disponible. Pour cela, vous devez, en bas de votre écran, cliquer sur le symbole de la planète et sélectionner la langue allemand. Zoom ne connaît pas le néerlandais, donc vous devez vous mettre sur le canal allemand. Et ainsi, vous aurez accès à la traduction en simultané. Donc, la soirée de ce soir est hébergée par la revue Lava, qui est une revue trimestrielle de critique sociale et d'analyse marxiste, qui dispose aussi d'un site web en français et en néerlandais comme la revue, qui est accessible à l'adresse lavamedia.be. Et sachez que vous pouvez vous abonner à partir de 25 € par an. Alors, la soirée va se dérouler de la façon suivante. Chaque intervenant va prendre la parole pendant 5 à 10 minutes et nous avancerons comme cela. Il y a également un temps prévu pour les questions-réponses. Vu le nombre de participants, nous sommes une centaine, on imagine qu'elles seront très nombreuses et il faudra donc qu'on fasse des choix. On essaiera de faire au mieux la synthèse de vos interventions. Pour cela, on vous demande de les poster dans le chat, donc l'onglet « Discussion », ici en bas. Et on prévoit donc un temps d'environ une demi-heure après les interventions pour essayer de répondre à ces questions-là. Pour plus de facilité, on vous demande aussi de préciser à qui vous adressez vos questions afin de respecter le temps qui nous est imparti et parce que plusieurs intervenants ce soir doivent respecter un couvre-feu. Je pense maintenant qu'il est temps de présenter nos intervenants. D'abord, une nouvelle. Monsieur Roland Lumumba, qui devait être présent ce soir, est malheureusement gravement malade et hospitalisé depuis hier. Il ne sera donc pas présent. Mais monsieur Boniomai Selongue a accepté de le remplacer. Il représente ce soir le groupe Amis de Lumumba, au sein de la Fondation Lumumba. Il est lui-même un camarade de Roland Lumumba et il est par ailleurs bourgmestre de la commune de Ngiri à Kinshasa. Monsieur Ludo de Witt est auteur du livre « L'assassinat de Lumumba », un livre qui a donné lieu à une commission parlementaire sur l'assassinat en 2000. Il y a 2 ans, il a encore écrit un livre sur l'ascension de Lumumba et il vient de terminer un livre qui sera à paraître sur le prince roi Gassoré. Calvin Suarez est député au Parlement bruxellois pour Écolo et actif dans le mouvement pour la décolonisation. Marco Vanès est auteur de plusieurs livres, entre autres sur la famille Boel, qui ont fait fortune sous la colonisation. Il est député au Parlement fédéral pour le PTB et membre de la commission sur la colonisation du Parlement fédéral. Monsieur Dembélé est auteur et collaborateur au Centre Tricontinental. Il a écrit entre autres Zone franc CFA et sous-développement en Afrique et Samir Amin. Colette Brackman, qui est aussi avec nous ce soir, est journaliste au soir. Elle suit l'actualité en Afrique centrale et elle a écrit plusieurs livres, dont Lumumba, un crime d'État, et L'homme qui répare les femmes, violences sexuelles au Congo, le combat du docteur Mukwege. Un autre intervenant ce soir qui a accepté de nous rejoindre, c'est Joseph Ngongo, qui est un jeune Belge d'origine congolaise et qui viendra témoigner de l'importance de la figure de Lumumba pour lui et pour la jeunesse belge d'origine congolaise. Voilà. Il est donc maintenant temps de passer aux questions et je vais m'adresser en premier lieu à monsieur Boniomai Selongue autour de l'actualité sur l'assassinat de monsieur Patrice Lumumba.
Monsieur Bonioma Selongue, le policier belge qui a fait disparaître le corps de Patrice Lumumba, avait amené en Belgique 2 dents comme trophée. En 2016, une de ces dents a été saisie par le parquet belge et cette année, ce reste sera enfin, après 60 ans tout de même, rapatrié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quand c'est prévu et quelle est, à votre sens, la signification de cet événement pour le peuple congolais et pour la politique en République démocratique du Congo? Oui, je crois que de prime abord, je veux d'abord demander à Dieu d'aider notre frère qui est malade à l'hôpital pour qu'il soit guéri et qu'il nous revienne à bonne santé pour que le 30 juin, nous soyons tous là, en bonne santé, en train d'accueillir notre héros qui va rentrer. Et donc, pour la famille et pour toute la famille congolaise, nous souhaitons ardemment de voir le reste, le relique de notre héros national de revenir chez nous. Mais nous aimerions également que la Belgique et toute la communauté belge fassent un effort pour que celui qui a amené ce corps-là vers la Belgique puisse venir avec ses corps, nous donner notre corps et nous dire comment il a pu amener des corps de notre frère, notre héros, vers chez lui. Ça serait une très bonne chose ça serait très bien pour que la Belgique nous ramène également le monsieur qui a amené ce corps-là et qui vient ici. Cela a une importance, je crois, sentimentale et qui n'a pas de prix. Donc, pour tous les Congolais, c'est un jour où nous allons une fois clôturer la mort, le deuil de notre... Je pense qu'on a perdu la connexion avec monsieur Bonioma Selongue. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct et du événement. Ah, voilà. Monsieur Bonioma Selongue, nous avons perdu la connexion avec vous, monsieur. Il faut réactiver votre micro, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, vous devez relancer votre micro. Voilà, voilà. Oui, là, ça va. Voilà, on vous entend à nouveau. Alors, voilà, je peux reprendre? Oui, allez-y, allez-y. Donc, je disais ceci. Pour nous, le corps, le relique, le corps de notre papa, de notre frère qui était amené en Belgique par le monsieur que la justice belge a pu retirer un morceau, nous demandons au gouvernement belge et à la nation belge que le monsieur vienne nous donner ce qu'il a pris. Il vient de lui-même nous donner cela et nous dire comment ça s'est passé. Parce que nous, en coutume chez nous, normalement, s'il y a un mort, celui qui a assisté à cette mort-là devait rendre compte, devait nous dire comment c'est arrivé. Et cela, jusqu'à présent, même la famille, même la communauté congolaise n'est pas informée comment est mort notre papa, notre frère, notre ami, et ainsi de suite. Ça dépend de chacun, mais pour nous, tout le monde, notre héros, il doit venir nous expliquer cela. Et je crois que, pour dire également aux collègues et aux amis qui nous suivent, cela est d'une importance capitale pour nous tous. Je crois que les 30, comme l'a demandé notre chef de l'État, pour que le corps revienne ici les 30, nous nous alignons tous à ces demandes-là, parce que c'est la personne attitrée de nous représenter. Et donc, nous nous alignons à cela, nous entendons le 30 juin voir le corps de l'héros national, Emery Patrice Lumumba, et voir également celui qui a amené cela, venir nous remettre et nous expliquer comment cela est arrivé. Voilà un peu notre vision, notre manière de voir les choses. Je crois que c'est partagé avec tous les Congolais. Voilà. Merci. Monsieur De Witt, j'entends dans l'intervention de Monsieur Bonioma Selongue un besoin de lumière sur cette affaire et un besoin de justice. Vous-même, vous avez, dans votre livre sur l'assassinat de Monsieur Lumumba, décrit la responsabilité du gouvernement belge dans ces événements. Est-ce que, selon vous, on peut parler aujourd'hui de justice qui serait faite par rapport à cette affaire? Et est-ce que l'État belge a pris ses responsabilités, d'ailleurs, dans cette affaire? Est-ce qu'elle a reconnu ses responsabilités?
D'abord, un grand merci de m'avoir invité pour cette conférence. Non, je ne crois pas que la justice a été faite et que les responsabilités ont été prises par la Belgique. Premièrement, l'enquête du Parlement belge, par laquelle la Belgique officielle a voulu répondre aux accusations et aux faits énumérés dans mon livre, c'était une enquête qui ne cherche pas vraiment la vérité, c'était plutôt une enquête qui essaye de limiter les dégâts en ce qui concerne la réputation de la Belgique. Il y a plusieurs éléments détaillés cette thèse. D'abord, il faut savoir qu'on a rassemblé les documents disponibles et on a lu les documents en soi, sans les mettre dans un contexte. Quand, par exemple, dans un téléx, le ministre des Affaires africaines dit Lumumba, après qu'il a été renversé, avec l'aide de la Belgique, risque de revenir sur la scène politique, et il faut l'élimination définitive de Lumumba, alors la commission dit, parce que il risque de revenir sur le terrain politique, c'est une élimination politique qu'on a comme objectif. Eh bien, quand on sait qu'au même moment que ce ministre ordonne ou exprime son souhait d'avoir l'élimination définitive, sa main droite arrive au Brazzaville pour présenter un tueur de crocodiles à un officier supérieur belge. Mais tout ça, on n'a pas pris en compte. Deuxièmement, on ne tient compte que des documents. Par exemple, quand le ministre ordonne le transfert de Lumumba vers le Katanga, alors on dit dans le rapport quel était le but du ministre. Eh bien, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de documents sur ça. Eh bien, avec un raisonnement comme ça, on n'aurait jamais pu condamner Adolf Hitler pour le massacre des Juifs au camp d'extermination parce qu'on n'a jamais trouvé un document écrit sur ses intentions sur ce point-là. Donc, il y a un tas de faiblesses structurelles dans cette enquête. Par exemple, le rôle des États-Unis, donc le partenaire de la Belgique dans l'OTAN, n'a jamais été pris en compte, et ainsi de suite. Et donc, la conclusion de la commission, maintenant je cite par cœur, on dit que tenant compte avec les normes de la morale publique d'aujourd'hui, certains ministres et certains acteurs belges ont une responsabilité morale dans les circonstances qui ont donc abouti à la mort de Lumumba. C'est une conclusion extrêmement bizarre en tenant compte avec les normes de la morale publique d'aujourd'hui. Est-ce que l'assassinat d'un premier ministre démocratiquement élu en 60 était moins répréhensible, moins condamnable qu'aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Et alors, on parle d'une responsabilité morale de certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité morale? À la conférence de presse, on a présenté ces conclusions. Plusieurs journalistes ont demandé au président de la commission, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas pu expliquer cela. Il avait finalement un journaliste qui, dans son récit de cette conférence de presse, a écrit comme titre « La Belgique a un crime sur sa conscience ». Eh bien, je crois que essentiellement, cette conclusion officielle de la Belgique avait comme but de ne pas concrétiser le rôle de la Belgique dans cette affaire. Pourquoi? D'abord, je crois financièrement, parce que si on va concrétiser cette responsabilité, il faut venir avec des dédommagements. Et on sait très bien que assassiner Lumumba, éliminer le gouvernement congolais démocratiquement élu, ça veut dire ascension de Mobutu, une dictature qui pendant des décennies a exploité le pays. Et donc, les suites financières d'une reconnaissance de la vérité seraient financièrement un grand morceau à avaler pour la Belgique. Et donc,
le fait qu'on n'a pas voulu concrétiser ce rôle de la Belgique est devenu dramatiquement en vue par le fait que la commission parlementaire n'a jamais fait une perquisition chez le commissaire de police Soud qui a des journalistes a montré donc les restes de Lumumba qu'il a gardé chez lui comme une sorte de trophée de chasse. Bien que la commission avait le pouvoir d'un juge d'instruction et pouvait facilement, elle avait tous les droits d'organiser cette perquisition. Et on ne l'a pas fait. Et c'est donc seulement 16 années après, en 2016, après qu'un journaliste m'avait contacté pour dire qu'il avait parlé avec la fille de Soute, entre-temps décédée, qu'elle lui avait montré une boîte avec un dent dedans, que j'ai introduit une plainte chez la justice et qu'on a donc été forcé d'organiser une perquisition. Et cette conclusion de cette commission, dans les derniers 16-17 années, a amené la Belgique officielle, les autorités officielles, à essayer de récupérer le terrain perdu en ce qui concerne la vision dans l'opinion publique sur cet assassinat. Premièrement, les conclusions de la commission n'ont jamais été mises en pratique. Fondation Lumumba, qu'on allait instaurer, jamais fait. On allait améliorer le travail dans les archives. La situation est aussi lamentable qu'au moment où j'ai travaillé sur le livre sur l'assassinat de Lumumba. Je vais d'ailleurs démontrer dans mon livre sur l'assassinat de Rwagasore qu'on continue à saboter le travail archivistique. On continue à enlever, à prendre des documents qui peuvent mettre en cause la Belgique officielle. Deuxième élément, 2005, il y avait la grande exposition au musée d'Afrique, la mémoire du Congo. Là-bas, on a recommencé à présenter, à démoniser Lumumba. Il a été présenté comme celui qui est responsable pour le chaos après l'indépendance au Congo. Et on a présenté Mobutu comme également un facteur de stabilité. On a même dit que le coup d'État de Mobutu de 1965 a eu un effet bénéfique. Troisième exemple, mais je peux en énumérer beaucoup, en 2010, donc le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo, on a fait une pression sur des festivals de films à Namur, Bruxelles et Leuven pour ne pas montrer le film Lumumba de Raoul Peck. Et donc finalement, en 2011, la famille qui a eu une patience terrible en ce qui concerne ce dossier, a finalement introduit une plainte contre 12 Belges qui avaient joué un rôle directement ou indirectement dans le calvaire de Lumumba, Mpolo et Okito. La justice belge a dû reconnaître qu'il n'y avait pas de prescription, qu'il s'agit d'un crime d'État, mais on constate que jusqu'à aujourd'hui, donc 9 années après, il n'y a toujours pas un avancement dans le dossier. Ce que dit le procureur fédéral Van Leeuwen, il dit « on a trouvé un don ». Non, on n'a pas trouvé un don. C'est moi qui ai introduit une plainte pour qu'on allait organiser une perquisition. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Van Leeuwen a dû reconnaître que même 9 années après qu'on a commencé l'enquête, qu'on n'a toujours pas contacté le Parlement belge pour demander tous les comptes rendus des interviews qu'on a fait pendant l'enquête parlementaire. Donc, ça démontre, à mon avis, et c'est difficilement à éviter cette conclusion, qu'on essaye d'attendre aussi longtemps que possible pour que tous les gens qui étaient sur la liste, il y avait 12, maintenant il y en a encore 2, qui sont tous morts et qu'on peut alors classer le dossier. Maintenant, on avait un problème avec la perquisition des restes de Lumumba. On ne peut pas classer le dossier sans suite aussi longtemps que ces restes du Premier ministre congolais
Congolais sont dans le dossier. Et c'est pour ça, je crois qu'on a finalement dissocié ces restes du dossier, l'instruction pénale, et que finalement, on a donc fait cette déclaration pendant l'été de 2020, une déclaration ignoble, honteuse, dans laquelle on a donc déclaré, la justice belge a donc déclaré que la famille Lumumba peut venir chercher le paquet au greffe de Bruxelles. Comme si c'était une sorte un paquet vulgaire, comme si c'était une sorte d'horloge perdue quelque part. Donc on voit que cette attitude de cynisme, d'un refus de voir la réalité et la responsabilité de la Belgique en face, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr qu'il y a un avancement sur plusieurs points. Il y a une installation du square Lumumba, rue Lumumba, etc. Mais tous ces avancements sont le produit de la mobilisation d'une opinion publique et surtout des organisations des Afro-Belges ici dans le pays. Et comment c'est possible? Comment expliquer cette ténacité de ne pas vouloir regarder en face ce qui s'est passé? Je crois que l'establishment va continuer à limiter les actions qui vont essayer de limiter donc, tout ce qui va nuire sa réputation, parce que la Belgique, dans la division de tâches avec la France, les États-Unis et l'Angleterre, est un junior partner. Et parce qu'elle est petite, parce qu'elle a une expérience en Afrique centrale, elle a un rôle très important dans le système international pour essayer de jouer son rôle de conciliateur, de négociateur. Et on fait ça autour des mots d'ordre comme la démocratie, droits de l'homme, promouvoir la paix, etc. Et faire ça pendant qu'au même moment, on doit reconnaître qu'on est responsable pour des crimes colossaux, ça c'est très difficile, ça réduit fortement la marge de manœuvre de cet establishment et ça démontre, à mon avis, que en fait, il y a toujours cette résistance extrêmement importante de la part des autorités de la Belgique. Je vous remercie pour cette intervention très complète et pour cet état des lieux de l'affaire Lumumba, mais aussi des motifs qui poussent la Belgique à avoir cette attitude. Vous avez parlé du rôle fondamental de la mobilisation des Belges afro-descendants dans ce combat pour faire la lumière, et ça m'offre une transition pour M. Soares. Vous connaissez très bien le discours du 30 juin que Lumumba a tenu devant le roi belge et qui était un vrai camouflet pour la monarchie. Quelle est la signification pour vous en tant que militant pour la décolonisation, actif en Belgique et en tant que panafricaniste de ce discours et des idées de Lumumba? En quoi est-ce qu'elle reste d'actualité? En quoi est-ce qu'elle reste pertinente pour ces combats aujourd'hui? Merci pour l'invitation. Alors, moi, je me définis comme lumumbiste depuis l'âge de 19 ans et depuis le Togo, mon pays d'origine. Et donc, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, Lumumba, c'est un véritable mythe. Pourquoi c'est un mythe? Parce que son discours est ce que l'historien Hamzat Boukari appelle un discours fondateur. Parce que tout ce qu'il a décrit dans son discours, c'est quelque chose qui exprime à lui tout seul, en réalité, l'horreur de tout le système colonial et redonne la fierté, c'est-à-dire bâtit des fondations pour la construction d'un Congo nouveau et pour la construction d'une Afrique nouvelle. Et en fait, je vous donne un seul exemple. Lorsqu'il dit « Nous allons montrer au monde ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il travaille dans la liberté », dans son discours, c'est quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose qui a parlé à tout le monde, à tous les Africains.
Et il a dit aussi, à la suite de cette phrase, nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique. Et aujourd'hui, tous les Africains le savent. Tous les Africains savent que sans un relèvement du Congo, qui est une pièce maîtresse, finalement, de ce qui se passe sur ce continent, l'Afrique aura du mal à se relever. Et Frantz Fanon ne s'y était pas trompé lorsqu'il avait dit que la gâchette, donc l'Afrique a cette forme de revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Il y a, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue historique, énormément d'enjeux pour les Africains par rapport à ce pays. Et ce qui fait aussi en tout cas, moi en tant que jeune et en tant que militant panafricaniste, ce qui fait de Lumumba et ce qui a fait que je suis devenu lumumbiste, c'est la particularité de l'homme. Parce que lorsque vous prenez Kwame Nkrumah, lorsque vous prenez Julius Nyerere, lorsque vous prenez Félix Moumié, Ruben Oumiobe du Cameroun, par exemple, ce sont des gens qui ont compris le système parce qu'ils sont allés très loin dans les études, en réalité. Lumumba, c'est ce qu'on appelle une étoile filante, comme l'appelle Eli Kambokolo, parce qu'en très peu de temps, il a pu comprendre le système par ses propres moyens, parce qu'il était autodidacte. Et c'est ça qui fait de lui un héros particulier, en réalité. Et en fait, il faut rappeler l'actualité du discours. Parce que je fais de la politique ici, mais aussi, quelque part là-bas, je fais de la politique citoyenne en Afrique, de par mon engagement. Et mon engagement ici et là se rejoint sur un point, c'est la question de l'autodétermination. C'est-à-dire, je vous donne un exemple d'actualité. Lumumba aurait vécu au moment où Nicolas Sarkozy et toutes les puissances occidentales attaquaient la Côte d'Ivoire et la Libye. Je suis sûr que Lumumba se serait levé, comme le président John Jerry Rawlings du Ghana qui est décédé, ou Thomas Sankara, il se serait levé, il se serait opposé à cette violation de la souveraineté. Parce qu'il le dit, et c'est pour ça qu'il est mort, il faut le rappeler, c'est pour la souveraineté du Congo et la souveraineté de l'Afrique. Et j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs congolais et africains qui créditent aujourd'hui Mobutu de tout ce qui concerne l'unité du Congo, je suis désolé, c'est une erreur factuelle historique. Celui qui a mort pour l'unité du Congo, c'est Patrice Lumumba. C'est parce qu'il a voulu mettre fin aux sécessions du Kasaï et du Katanga, qui ont été planifiées par les puissances occidentales, qu'il est mort, il faut le dire. Et donc, Mobutu a été... Lumumba a pris sous son aile Mobutu. Et donc, ce fantasme d'un Mobutu qui serait le garant de l'unité du Congo, c'est absolument une erreur de le penser. Parce que Mobutu, comme Ludo l'a rappelé, Mobutu a été un pion qui a été utilisé depuis qu'il était stagiaire journaliste ici en Belgique. Hein? Les chercheurs le disent, il faisait partie donc des gens que les agents secrets belges utilisaient. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait. Ensuite, il faut le rappeler parce que moi, ici, lorsque je suis arrivé, j'avais beaucoup lu sur Lumumba. Et en 2004, lorsque je débarque en Belgique, je suis extrêmement choqué. Je suis choqué que mes frères, mes sœurs afrodescendants ne connaissent pas assez Lumumba. Et qu'à l'université Saint-Louis, j'étais entouré par certains qui étaient issus de familles moboutistes et qui contestaient tout ce que je disais, parce que l'image qui était donnée de Lumumba à l'époque, c'est l'image qui découlait de la propagande coloniale construite par l'État belge et par les multinationales. C'est-à-dire le diable, c'est le nom de code qu'on lui a donné dans les documents pour pouvoir, lorsqu'on préparait son assassinat, la chèvre, l'anti-blanc, le communiste, etc. Et l'histoire, mais aussi les recherches ont démonté tous ces stéréotypes. Mais malheureusement, ces stéréotypes demeurent dans la tête des Belges de toutes origines. Et il y a également le fait que, y compris en Afrique, au Congo aujourd'hui et dans la diaspora, des gens disent Lumumba c'était un impulsif, c'était quelqu'un qui a fait un discours impulsif, parce que s'il n'avait pas fait ce discours impulsif, on se serait entendu avec l'État belge, on serait bien avec les États occidentaux, et on
on n'aurait pas eu de problèmes. Je pense que ça, c'est le résultat de la propagande. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas de concession à faire lorsqu'il s'agit des droits humains. Et c'est ce que Lumumba a voulu rappeler dans son discours. Lorsqu'il rappelle, quand il parle d'esclavage, quand il parle des relégués pour opinion politique, quand il dit que le sort qui était réservé aux Congolais dans leur patrie était pire que la mort, c'est de dire à un moment donné, nous allons bâtir un État où nous n'allons pas faire de concessions sur les droits humains. Et moi, en tant que politique ici, c'est quelque chose qui me parle et que j'applique tous les jours dans mon combat politique. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait fait ce procès à Lumumba et que parfois des gens de droite et de gauche qui soutiennent des idées universelles puissent avoir ce discours sur Lumumba. Parce que Lumumba, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un dévoiement de la question de l'universalisme. À un moment donné, il faudra rouvrir le débat sur l'universalisme parce que Lumumba, c'était quelqu'un qui combattait d'abord pour les droits humains. C'est pour ça qu'il est devenu un héros anticolonialiste dans le monde entier. Parce que quand vous étudiez son œuvre, quand vous lisez le livre référence de son ami Jean Van Lierde, qui a rassemblé, heureusement, tous les textes et toutes les conférences qu'il a faites, la pensée politique de Patrice Lumumba, vous vous rendez compte que cet homme était fondamentalement humain. Il ne faut pas oublier évidemment ses compagnons Okito et Mpolo qui ont été assassinés avec lui, mais il faut rappeler que c'est ça qui fait de lui un leader incontesté. Quand on dit qu'il est anti-blanc, quand vous lisez les textes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je peux comprendre que, et un historien l'a dit, que le véritable successeur de Lumumba, c'est Mandela. Moi je peux comprendre qu'un blanc qui a vécu au Congo, qui ne connaît que le Congo, qui ne venait qu'en Belgique en vacances, puisse décider de rester congolais. Je n'ai aucun problème avec ça, mais à une condition, qu'il ne trahisse pas son pays. C'est-à-dire qu'il ne trahisse pas le Congo au service d'intérêts occidentaux. Et donc, la couleur de peau, en termes de porteur d'idées universelles, Lumumba l'avait compris. Et donc, quand il parle de frères noirs, c'est parce qu'il avait compris aussi. Aujourd'hui, on parle en Belgique de racisme systémique. C'est aussi ça qui parle aux jeunes. Lorsque les jeunes entendent les discours de Lumumba, ça leur rappelle ce qu'ils vivent au jour le jour ici. Et ça, c'est fondamental de le dire. Je vais terminer sur 2 points. Le panafricanisme. Je rappelle et je le dis aujourd'hui, la condition de l'Afrique ne peut pas évoluer sans le panafricanisme. Et je ne parle pas du panafricanisme des chefs d'État. Je parle du panafricanisme des peuples, du panafricanisme des associations, du panafricanisme des petites institutions de terrain qui travaillent à ce que les frontières coloniales puissent être abattues parce que ces frontières coloniales ont été tracées sans tenir compte non seulement de la vie des peuples africains, mais aussi de l'anthropologie et de l'histoire des peuples africains. Et donc ça, nous devons, dans nos schémas mentaux, abattre ces frontières. Parce que nous passons notre temps, et c'est ce qui fait le malheur de l'Afrique, à nous diviser. Et pendant que les grands blocs se construisent partout dans le monde, on utilise toujours les mêmes outils du diviser pour régner, pour garder l'Afrique sous cloche, parce que les ressources se trouvent en Afrique. Je termine par le multilatéralisme. Lumumba était et moi, en tant que politique, je me profile comme multilatéraliste. Donc, quand je parlais de l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la Libye, c'est ça. Si Lumumba est mort, c'est parce qu'il a cru dans le rôle fondamental du droit international. C'est parce qu'il a cru dans le rôle de l'Organisation des Nations Unies, parce qu'il était conscient que sans respect des règles internationales, le monde deviendrait une jungle politique. Et c'est ce qui s'est passé sous Sarkozy. Je prends cet exemple parce qu'il parle, je pourrais prendre les coups d'État fomentés par les États-Unis, je pourrais prendre même l'Union soviétique à l'époque, etc. Mais je termine là-dessus en disant, aujourd'hui, nous devons retenir au niveau international de Lumumba cette défense acharnée du multilatéralisme et du respect de la souveraineté des peuples. Et ça, c'est fondamental. S'il y a une leçon au niveau international à retenir, c'est ça, et rappeler aux Congolaises et aux Congolais que Lumumba commence par son discours en s'adressant à elle et à eux, et pas à quelqu'un d'autre. Et donc, personne ne viendra de l'extérieur pour construire l'Afrique, personne ne viendra de l'extérieur, en dehors des diasporas évidemment, personne ne viendra de l'extérieur pour construire le Congo. Merci. Merci beaucoup pour cette conclusion.
Lumumba disait d'ailleurs, je pense, l'histoire du Congo sera écrite au Congo par les Congolais et pas à Washington, Bruxelles ou Paris, je pense qu'il cite, hein, ce qui est l'idée que... avant de passer à l'intervenant suivant, je vais vous demander 30 secondes de patience car on va changer d'interprète. Ils vont pouvoir prendre un instant de repos bien mérité. J'en profite pour vous rappeler de poser toutes vos questions dans la discussion ici, dans le chat. N'hésitez pas, il est là pour ça. Donc, profitez-en. Et enfin, pour respecter les impératifs horaires de M. Dembélé, je vais, si M. Vanès, vous l'acceptez, intervertir vos ordres de passage et demander à M. Dembélé de prendre la parole dès que nos interprètes seront prêts. Okay. Pour les interprètes, ça va? Ça a l'air. Monsieur Dembélé, merci encore d'avoir accepté de participer. Donc, une question pour vous. Une idée sur laquelle Lumumba a beaucoup insisté, et M. Suarez l'a évoqué, c'était qu'il refusait une indépendance de forme. Hein. Il voulait une indépendance véritable et donc une indépendance économique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question, son importance et l'actualité de cette idée, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et je suis heureux de participer à cet hommage au héros africain Patrice Lumumba. Peut-être avant d'aller dans le vif de mon sujet, je vais juste dire qu'il y a 10 ans, quand on a organisé le Forum social mondial ici à Dakar, on avait organisé une session spéciale pour rendre hommage à ce que nous appelons nos héros africains. Lumumba en faisait partie, comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Amilcar Cabral, Frantz Fanon et bien d'autres. Donc, c'est pour dire la place qu'occupe Lumumba dans le cœur de la plupart des Africains, en tout cas de ceux qui luttent pour une véritable Afrique souveraine et indépendante. Alors, pour revenir à la question que vous avez soulevée, je pense que la pensée de Lumumba n'a jamais été aussi actuelle. Il y a au mois de décembre, mois de novembre et décembre, ici à Dakar, nous avons organisé 2 sessions sur les 60 ans d'indépendance des pays africains, notamment les pays du franc CFA, ancienne colonie française. Et le constat qui a été fait, c'est que nous avons eu une indépendance factice, une indépendance formelle, mais que dans la réalité, nous sommes toujours colonisés sous une forme ou sous une autre, dans la mesure où les secteurs clés de nos économies sont contrôlés par des sociétés étrangères, notamment celles ici des anciennes puissances coloniales. Regardez des pays comme le nôtre, qui utilisent le franc CFA. Monsieur Dembélé, je pense qu'on a un petit souci avec votre connexion. Qui est une monnaie de la France, qui utilise pour le sort de nos pays, et surtout après de sorte que nos économies servent les intérêts de la métropole. Et cela est aussi 60 ans après, et c'est ce qu'on constate dans nos pays. Et donc, à travers l'Afrique, on a constaté que sur beaucoup de plans, nous sommes en retard. Sur le plan du développement économique, sur le plan du développement humain. Quand on regarde les indicateurs du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, la plupart des pays africains sont au bas de l'échelle des indicateurs de développement humain. Quand on regarde même les rapports de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la plupart des pays dits les moins avancés se trouvent en Afrique. Dans cette région où je me trouve en Afrique de l'Ouest,
sur peut-être 15 pays qui forment la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, 11 sont des pays sont classés comme pays moins avancés. Alors, c'est pour vous dire donc que nous sommes encore au bas de l'échelle sur le plan du développement économique et social. L'une des raisons principales de cela, c'est que nous n'avons jamais, quand je dis nous, les leaders qui se sont succédés au pouvoir, n'ont jamais essayé de transformer les structures économiques héritées de la colonisation. Mais au contraire, nous avons hérité d'économies extraverties et on a renforcé cette extraversion en continuant à vendre des produits de base, des produits semi-transformés et à dépendre de ce qu'on appelle des investissements étrangers venus de la métropole ou d'autres pays développés. Et on a mis nos ressources entre les mains des multinationales. Alors, il y a un rapport de la Commission économique des Nations Unies qui a été publié en 2011 qui dit que depuis l'indépendance, depuis les années 60 donc, l'Afrique est la seule région du monde qui a expérimenté 9 modèles de développement venus de l'extérieur. Et tous ces modèles ont échoué avec les conséquences que l'on connaît, surtout sur le plan du retard économique et sur le plan, évidemment, de la pauvreté à une échelle sans précédent. Or, aujourd'hui, avec la pandémie qui a dévasté le monde, Afrique, y compris l'Afrique, il y a une réflexion qui se fait sur la nécessité de changer de paradigme en Afrique. Parce que la question de la souveraineté dont parlait Lumumba n'a jamais été aussi actuelle. Souveraineté sur les ressources de nos pays, souveraineté sur nos politiques de développement. Sans ces deux souverainetés, il n'est pas possible de parler d'indépendance. Et la preuve, on nous dicte nos politiques parce que nous ne sommes pas indépendants. Même nos élections sont dictées par l'extérieur, par Bruxelles, c'est-à-dire la Commission européenne, par Washington, par Paris. On nous envoie des observateurs qui définissent ce que sont les standards internationaux en matière d'élection. C'est pour vous dire donc que nous sommes toujours colonisés ou néocolonisés. C'est parce qu'on n'a pas mis la main sur les ressources de nos pays pour les transformer en faveur de nos populations. Aujourd'hui, donc, il y a cette réflexion. Et même au niveau de l'Union africaine, je crois qu'après 50 ans d'indépendance, le constat a été fait que le modèle ou les modèles qui nous ont été imposés, ce sont des modèles qui nous mènent à l'impasse, qui ont appauvri l'Afrique et qui l'ont rendue plus dépendante encore qu'au moment des années d'indépendance. Et donc, l'Union africaine a proposé ce qu'elle appelle l'agenda 2063, c'est-à-dire essayer de transformer l'économie africaine en passant par l'industrialisation, en accélérant l'intégration. Vous avez certainement entendu parler de la zone de libre-échange continentale qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année et sur laquelle comptent les pays africains pour accélérer leur intégration et faire de l'Afrique une zone d'investissement et de production pour transformer les matières premières à l'interne et créer de la valeur ajoutée. Mais c'est un pari. Maintenant, reste à savoir si ce pari sera gagné. Mais c'est un long chemin à faire. Mais de toute façon, il y a aujourd'hui une réflexion qui veut que l'Afrique change de paradigme et maîtrise, trouve d'abord son propre modèle de développement, comme disait Samir Amir, que l'Afrique réfléchisse par elle-même et propose un modèle de développement qui lui soit propre et qu'elle utilise ses immenses ressources naturelles pour pouvoir s'industrialiser,
pour pouvoir créer de la valeur ajoutée pour son peuple, tout en, bien sûr, coopérant avec les autres peuples du monde, les pays du Nord comme les pays du Sud, mais d'abord en comptant sur ses propres forces et en mobilisant toutes les ressources dont elle dispose. Parce que voyez-vous, avec les politiques de libéralisation et toutes ces politiques visant à attirer les multinationales pour investir dans tel ou tel domaine, l'Afrique perd quelques 90 milliards de dollars sous forme d'évasion fiscale ou de flux financiers illicites. Et c'est le dernier rapport de la CNUSET qui le dit. C'est le rapport de 2020 qui le dit. Alors que on nous martèle les oreilles avec l'aide publique au développement, entre guillemets, avec les investissements directs étrangers. Mais vous mettez l'aide publique au développement, les investissements étrangers ensemble, ça ne fait pas les 90 milliards que nous perdons chaque année. Donc, il y a des ressources, il faut de bonnes politiques. Et c'est pourquoi la pensée de Lumumba, comme celle, bien sûr, de Nkrumah, de Sankara et d'autres, n'a jamais été aussi actuelle. Et c'est pourquoi nous reconnaissons dans cette pensée. Et je pense que la jeunesse africaine, les peuples africains se reconnaissent dans cette pensée. Et c'est pourquoi Patrice Lumumba reste un des héros, une des figures emblématiques pour l'Afrique qui lutte, pour l'Afrique qui veut aller de l'avant. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour cette intervention. Je rappelle encore une fois pour les personnes qui nous auraient rejoints en cours de route que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, donc l'onglet discussion ici en bas. Monsieur Vanès, je vous passe la parole et je pense que vous allez pouvoir rebondir sur ce que disait Monsieur Dembélé. Je voulais vous demander quelle était selon vous la logique derrière la politique néocoloniale que va mener la Belgique dans les années 60, après l'indépendance officielle du Congo. Et selon vous, est-ce qu'il y a une rupture avec cette logique depuis lors, ou est-ce qu'on se retrouve encore dans le cadre de l'ingérence telle que décrite par M. Dembélé? Je crois qu'on peut dire que fondamentalement, il y a pas de rupture, hein, il y a pas de rupture et d'ailleurs, analyser, cette continuité dans la logique, néocoloniale de la politique de la Belgique notamment, l'Occident dans son ensemble, ça va être un des enjeux importants de la commission de la Chambre qui est chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Ce sera vraiment un enjeu, central et voilà et quand j'entends malheureusement les propos de Ludo De Witt sur la commission parlementaire Lumumba, j'espère qu'on ne connaîtra pas les mêmes travers, mais le risque est évidemment important. Non, donc ce qu'on peut dire quand même, c'est que le contexte économique a peut-être un petit peu changé dans la mesure où le capital belge n'est plus aussi présent au Congo qu'il était à l'époque de l'indépendance. Mais sur le fond, il n'y a pas eu de décolonisation de la politique de la Belgique vis-à-vis du Congo, hein. Et donc la continuité est claire. Déjà sous Léopold II, puis sous la colonisation, la finalité, c'était l'exploitation économique du Congo et des Congolais. Et puis cette exploitation économique, elle a voulu se maintenir après l'indépendance du Congo. Et donc il fallait un pouvoir, un gouvernement congolais sous domination, hein, à la botte de l'Occident. Et ça, c'est évidemment ce que Lumumba ne représentait pas. Lumumba, c'était l'exact inverse de ça. Et on peut dire que toutes les formes de répression subies par Patrice Lumumba, déjà lors de ses multiples emprisonnements et puis évidemment lors de son assassinat, ça s'inscrit dans cette domination politique qui vise à asseoir une exploitation économique. Et Lumumba lui-même, il avait travaillé comme employé dans une société minière et il avait pris conscience à cette occasion justement de la richesse que représentaient tous ces minerais, ces matières premières pour le Congo et qui étaient exploités par les multinationales et dont les Congolais eux-mêmes n'avaient aucune prise là-dessus. Donc voilà, et donc sa vision, c'était évidemment de modifier ça, du fait que défendre que les richesses du Congo soient gérées par le peuple congolais, pour le peuple congolais. Et ça, évidemment, c'était inacceptable pour l'establishment capitaliste. Et donc voilà, d'ailleurs, c'est sans doute tout un symbole que Lumumba ait été assassiné au Katanga, qui était justement la province minière qui a fait sécession sous l'impulsion notamment de l'union minière, du capitalisme belge. Voilà, et donc
la continuité, malheureusement, elle est réelle. Elle est réelle. Ben, qu'on se rappelle, par exemple, de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui, à un jour près, a été assassiné 40 ans, presque jour pour jour, après Lumumba. Lui aussi, qui vient après une longue période de néocolonialisme du régime moboutiste, qui veut rompre avec cette logique néocoloniale et qui se fait lui-même assassiner dans des circonstances également assez particulières. Voilà, alors comment est-ce qu'on retrouve ça dans la politique du gouvernement belge? Ben, je vais donner quelques exemples qui, à mon avis, sont quand même éclairants. Et je vais peut-être commencer avec Karel de Gucht, donc qui était ministre libéral des Affaires étrangères de 2004 à 2009. Et on se souvient, enfin certains se souviennent que Karel de Gucht était très fort pour donner des leçons de gestion, de démocratie, etc., aux dirigeants congolais, alors que lui-même, il va d'ailleurs être accusé de fraude fiscale, donc il pouvait évidemment nettoyer devant sa porte. Mais alors, on voit que ce Karel de Gucht, quand son message et son action politique, ben, c'est de plaider, par exemple, pour la privatisation de l'économie congolaise. Et puis, à un moment donné, il veut profiter du mandat belge au Conseil de sécurité de l'ONU pour inscrire à l'agenda du Conseil de sécurité la gestion du secteur minier au Congo. Donc, on voit une instrumentalisation de son mandat politique pour défendre des intérêts économiques, parce qu'on sait que le Congo avait entamé un processus pour revoir tous les contrats léonins que les multinationales avaient arrachés dans le secteur minier, et il y avait vraiment un pillage des richesses du Congo, en tout cas qui se maintenait. Or, ce qu'on a constaté, c'est que le représentant belge au Conseil de sécurité de l'ONU, c'était le libéral flamand Pierre Chevalier, qui d'ailleurs avait été secrétaire d'État au commerce extérieur sous Verhofstadt. Et donc, ce Pierre Chevalier, en fait, on a constaté qu'il avait des fonctions importantes, et qu'il a d'ailleurs toujours aujourd'hui, dans le groupe Forest, le groupe de Georges Forest, qui est actif dans le secteur minier, notamment, parce qu'il a plein d'activités, et qui a notamment été mis en cause par l'ONU pour son pillage aussi. Il avait participé, comme une série d'autres multinationales, avaient participé au pillage du secteur minier du Congo, et il était mis en cause par l'ONU pour ses conflits d'intérêts et ce pillage. Voilà, et donc c'est ce Pierre Chevalier qui travaille pour Georges Forest qui aurait dû aller au Conseil de sécurité pour mettre à l'ordre du jour le secteur minier. Voilà, ça c'est un exemple. Autre exemple, c'est peut-être, ou surtout Didier Reynders. Didier Reynders, hein, qui, bah, on sait qu'il a eu des contradictions très, très dures avec le gouvernement congolais. Mais Didier Reynders, c'est quoi son profil? Ben, d'abord, il est ministre des Finances avant d'être ministre des Affaires étrangères. Pendant 12 ans, il fait une politique fiscale qui est du sur-mesure pour les multinationales. Et puis, quand il arrive aux affaires étrangères, ben, il continue finalement cette politique par d'autres moyens, par le nouveau mandat ministériel qu'il a. Et donc, en 2011, quand le Congo adopte une loi agricole et qui veut limiter l'accès des terres agricoles aux Congolais ou des entreprises qui sont détenues majoritairement par des nationaux, bah, il y a une levée de bouclier de la part de toutes sortes de capitalistes belges qui sont actifs dans le secteur agricole du Congo, hein, notamment Olivier Lippens, hein, avec Finasucre, mais encore une fois, le même Georges Forest qui a un élevage d'animaux, et encore d'autres familles belges. Et il y a une levée de bouclier de ces familles qui font vraiment pression, on le voit dans la presse même, pour que Didier Reynders, en voyage au Congo, fasse pression sur le gouvernement pour modifier cette loi. Et c'est ce que va faire Didier Reynders, tout simplement. Il fait véritablement une pression sur le gouvernement congolais. Et alors, quelques temps plus tard, quand on lit la note stratégique d'Afrique centrale de Didier Reynders, toujours ministre des Affaires extérieures, il dit, et je cite, le gouvernement belge accorde un grand intérêt à l'amélioration du climat des affaires et soulève cette question dès que possible avec ses partenaires publics, mais le climat des affaires reste difficile, notamment la loi agricole et la procédure de révision du code minier restent des sujets délicats. Donc on voit que Reynders ne cache même pas qu'il est là, qu'il utilise son mandat ministériel
pour défendre les intérêts des capitalistes belges ou occidentaux d'une manière générale. Donc voilà, c'est des exemples assez flagrants qui montrent que la politique belge reste axée sur cette défense des intérêts économiques et avec tous les moyens politiques à la disposition des gouvernements. Et évidemment, ce qui est vrai pour la Belgique l'est aussi, et d'autant plus pour des puissances bien plus importantes comme les États-Unis. Mais bon, ici, je pense que c'est avant tout la question de la responsabilité du gouvernement belge dont il est question. Et je voudrais encore revenir quand même sur un épisode récent, si j'ai encore juste une minute pour le faire. C'est ben, la responsabilité d'Étienne d'Avignon. Voilà, il a été ben, il est cité dans le livre de Ludo de Witt et il fait partie des 12 Belges qui sont visés par la plainte de la famille Lumumba. Et alors, d'Avignon est président de Beaux-Arts. Et on voit que, comme président de Beaux-Arts, il a agi pour faire une censure, notamment sur un festival du Congo, où il a empêché que la figure de Lumumba soit présentée là. Et donc, je suis intervenu auprès de la ministre des Affaires étrangères actuelle, Sophie Wilmès, pour demander si c'était normal et si M. d'Avignon a toujours sa place à la présidence de Beaux-Arts, vu son passé, mais vu aussi cette forme d'ingérence. Et on voit que Mme Wilmès, elle a encore une personne de l'establishment belge, a au contraire d'accepter le début de critique d'un personnage comme Étienne d'Avignon, a au contraire salué le travail d'Étienne d'Avignon à la présidence de Beaux-Arts. Donc voilà, on voit que cet establishment continue en fait à mener la même politique qui était menée déjà à l'époque où Lumumba a été assassiné, qui a vraiment clairement pas de volonté de changer de cap. Et on peut dire donc qu'il y a une réelle continuité, et ce sera, je l'ai dit, un enjeu important de la commission sur la colonisation belge. Eh bien, merci pour tous ces exemples et tous ces faits qui sont à tout le moins interpellants et qui, je pense, éclairent et renforcent les propos de M. De Witt sur ces questions de la volonté réelle de la Belgique de faire toute la lumière sur l'affaire Lumumba et sur l'actualité de la colonisation et du néocolonialisme. Avant de passer à Madame Brackmann, vous avez peut-être remarqué que M. Bonyoma Solengue était parti. C'est donc dû au couvre-feu à Kinshasa qui est à 21h. Il a donc dû nous quitter. Madame Brackmann, dans votre livre Lumumba, un crime d'État, vous décrivez comment Lumumba, en fuite vers Kisangani, expliquait le 1er décembre 1960, lors d'une rencontre avec un Belge, qu'il n'a jamais conçu l'indépendance du Congo comme un acte hostile et de rupture avec la Belgique, un petit peu dans le sens de ce que M. Suarez citait plus tôt. Que signifie pour vous cette vision de relation entre deux États indépendants pour les relations entre la RDC et la Belgique, et plus largement entre l'Europe et ses anciennes puissances coloniales, aujourd'hui et dans le futur? Peut-être que vous pouvez aussi nous dire un mot sur le changement de paradigme que M. Dembélé appelait de ses voeux dans ce cadre-là. D'accord, mais je crois que Patrice Lumumba était beaucoup moins anti-belge que d'autres leaders congolais comme Joseph Kasavubu, qui avait une représentation, disons, locale. Il défendait la cause du Bas-Congo, alors que Patrice Lumumba avait une vision nationale de l'ensemble du Congo. Et donc, il défendait depuis le début l'unité de son pays. Mais je me suis penchée ces derniers temps sur sa jeunesse, sur ses jeunes années, et il est clair qu'il était un autodidacte et qui n'a pas été soumis à l'influence des missions, de l'enseignement dicté par les Belges, parce qu'il s'est formé lui-même d'une façon empirique en fonction de la réalité de ce qu'il voyait. Il a une vie modeste, une recherche d'emploi, tout ça. Et donc, ce qu'il exprimait, c'était des choses qu'il avait vécues personnellement et pas ce qu'il avait appris dans les livres des Belges. Cela dit, il n'était pas du tout anti-belge. Au contraire, il admirait les réalisations de la Belgique et même, c'est un peu pour l'anecdote, il admirait le roi Baudouin. Il lui a parlé en 1955. Il portait un peu
peu la même coiffure que le roi Baudouin, mais la grande différence entre Patrice Lumumba et beaucoup de ses compatriotes qui fréquentaient les Belges, c'est qu'il n'était pas obséquieux. Il n'avait aucune raison de se sentir inférieur, et c'est pour ça que dans son fameux discours du 30 juin, il parle du tutoiement. Et je veux dire que jusqu'aujourd'hui, vous allez au Congo et vous avez des Belges qui ne connaissent pas le Congo ou bien qui y vivent et qui tout de suite adoptent la pratique du tutoiement à l'égard de leurs interlocuteurs congolais. Mais de quel droit? Où sont les signes d'amitié? Où est la réalité de leurs relations? Certains s'arrogent le droit de tutoyer les autres sans aucune raison. Patrice Lumumba refusait cela. Il estimait tout simplement que lui et ses compatriotes et les Congolais étaient les égaux des Belges et que donc ils pouvaient bien sûr se tutoyer le jour où ils étaient amis, mais qu'il n'y avait aucune raison d'instaurer ce rapport de supériorité automatique dans le langage. Rien que ça, rien que refuser ce tutoiement, rien que refuser les gens dans les yeux, de se tenir droit devant eux et tout, ça pour les Belges de l'époque et peut-être pour ceux d'aujourd'hui, ça apparaissait comme une marque d'arrogance. On dit encore arrogance, orgueil. Simplement, il n'était pas obséquieux et aussi il n'était pas influençable. Ce qu'il souhaitait, c'était une relation entre des partenaires dignes et égaux, mais la Belgique de l'époque ne pouvait pas accepter cela. Tous les textes de l'époque en témoignent. Le mépris sous-jacent des hommes d'affaires belges, des grands chefs d'entreprise qui étaient là à la table ronde économique et qui disaient « mais nous avons déjà nos nègres, c'est-à-dire nous avons nos amis congolais que vous connaissez, les Bomboko, les Ndélé, c'était bien sûr les amis des Belges. Ils savaient pourquoi, parce qu'en échange de cette amitié, je mets de grands guillemets, ils avaient reçu quelques petits avantages matériels ridicules au vu de la réalité congolaise, mais il y avait ce mépris, ce paternalisme, cette condescendance. Et on peut se demander si elle a changé aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, je voyais des hommes politiques belges se rendre au Congo, discuter avant de partir et dire « et qu'est-ce qu'on va leur dire? Quelle est la leçon qu'on va leur donner ?» Je dis, mais pourquoi diable devez-vous leur faire une leçon? Quel message avez-vous à donner? Vous êtes le pays qui a assassiné le Premier ministre. Vous avez plongé ce pays dans le désordre. Vous avez soutenu un dictateur pendant 3 décennies. Et vous croyez que vous avez le droit de leur donner la moindre leçon au lieu de vous taire et de vous excuser? Non, la Belgique n'est pas encore prête à cet exercice d'humilité, de respect, d'être d'une relation calme et digne avec le Congo. Et on le voit tous les jours, aussi bien dans les discours à l'égard des Congolais que dans l'attitude ici à l'égard des afro-descendants. Je crois qu'on n'a pas encore tiré les leçons de l'histoire. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la Belgique se vante en Europe, à l'ONU, de son expertise africaine. C'est l'expertise de quoi? L'expertise de la corruption, l'expertise du meurtre, l'expertise de l'exploitation économique. Quelle est cette expertise? Ah oui, la Belgique connaît. C'est vrai, vous allez à Tervuren et vous verrez que la Belgique connaît le terrain, elle connaît les zones géologiques, elle connaît les zones minières, elle sait où il faut aller pour investir le moins possible et ramasser le plus vite possible les minerais précieux. Ça, c'est l'expertise. Elle connaît les hommes aussi, on connaît la liste des amis des Belges, bien entendu, on connaît la carte des ressources. Ce qu'on a fait avec la carte des ressources, c'est d'autoriser à l'époque après le départ de Mobutu, l'époque de la libéralisation, c'est d'autoriser des investisseurs canadiens et américains à venir à Tervuren profiter de l'expertise belge pour repartir avec les cartes minières, et cette connaissance des gisements géologiques leur a épargné bien des investissements coûteux pour savoir où se trouvaient les ressources. C'est ça l'expertise belge. Et les anciens colonisateurs se comportent souvent en donneurs de leçons, et parfois pour certains d'entre eux, même la coopération qui est inventée, c'est une autre façon de maintenir ce rapport de domination. Heureusement, ça change, il ne faut pas généraliser.
ONG, beaucoup de coopérants, il y en a de moins en moins d'ailleurs, se comportent autrement, les ONG aussi, mais malgré tout, cette attitude de donneur de leçons, elle continue jusqu'aujourd'hui. Regardons les dernières élections au Congo. C'était tout de même un geste de souveraineté que Joseph Kabila ait estimé que le Congo devait payer lui-même ses élections, les financer, 500 millions de dollars, ce qui est une somme énorme. Au lieu de saluer ce geste de souveraineté, de dignité, l'Europe a été vexée qu'on ne l'autorise pas à financer ces élections, la Belgique aussi, et donc si on ne finance pas, on ne peut pas envoyer d'observateurs européens. Bien, et donc mais on a vu toutes les manœuvres avec à la tête le ministre belge des Affaires étrangères pour favoriser le choix d'un candidat unique de l'opposition. Et on a eu des réunions, il y a eu des réunions à Genval, la dernière en date c'était à Genève, où entre les mains de l'ONU, des Belges, des envoyés spéciaux, avec leurs amis, je mets de grands guillemets, leurs amis congolais, on allait faire sortir du chapeau le candidat unique de l'opposition. La manœuvre a raté, il y a eu beaucoup de dépit, et puis après la manœuvre a repris et on essaie de circonvenir autant que l'on peut le nouveau pouvoir congolais. Et donc, en conclusion, l'Europe est souvent donneuse de leçons, elle est paternaliste, mais l'ennui aussi, il faut tout de même être réaliste, c'est que les anciennes puissances coloniales, il y a dans ces pays des gens qui ont connu l'Afrique et qui ont aimé et qui ont de vrais amis africains, qui ont un véritable sentiment de solidarité, mais que par contre en Europe, on doit constater que des pays qui n'ont pas eu cette expérience coloniale, qui ne connaissent pas l'Afrique, ne font pas preuve de générosité. Elles remplacent le paternalisme des uns par l'indifférence et le manque de solidarité, par exemple dans les rapports Nord-Sud, dans l'accueil des réfugiés. Et donc, on doit complètement changer de paradigme. Et je pense que tout espoir n'est pas perdu parce qu'en Belgique, tout de même, cet intérêt pour l'Afrique existe dans la population, mais on doit changer, on doit complètement changer l'angle, remettre les relations à plat et les exprimer en termes d'égalité et de dignité. Et c'est pour ça que le message, que l'exemple, que la vie de Patrice Lumumba sont inspirants, sont un exemple pour les Africains, mais aussi pour les Européens, parce qu'il nous a donné à nous une leçon de respect de l'autre, de refus de l'obséquiosité et de la condescendance. Et c'est une leçon aussi pour un futur rapport entre les Européens et les Africains. Merci beaucoup. Pour conclure, avant de passer aux questions, j'aimerais donner la parole à M. Ngongo. Quand vous avez entendu tous ces témoignages en tant que jeune Belge d'origine congolaise sur la vie et les idées de Lumumba, sur leur signification aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bonsoir. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation et l'organisation de cette soirée. Et aussi un grand merci pour tout le monde dans l'ombre, les interprètes qui ont préparé pour que tout se déroule parfaitement. Et je voulais dire aussi tout d'abord, remercier aussi tous les intervenants. Vos interventions, je les ai vraiment trouvées très pertinentes et enrichissantes. Et je voulais dire aussi que pour moi, personnellement, c'est vraiment un honneur de pouvoir témoigner auprès de vous de mes propres expériences. Donc voilà, moi, on m'a demandé donc de témoigner sur ce que représente Lumumba pour moi, un belgo-congolais, donc né en Belgique, mais de parents nés au Congo, donc d'origine congolaise. Et je rejoins tout à fait ce que disait Monsieur Suarez, qu'effectivement, Lumumba est vraiment une source d'inspiration pour les jeunes, ce qu'ils ressentent aujourd'hui et ce qu'ils vivent, puisque moi, Lumumba, j'en ai pas beaucoup entendu parler, même ici à la maison de mon foyer, puis pas du tout à l'école. C'est bien connu que l'époque coloniale n'est pas du tout abordée dans les écoles de notre pays, malheureusement. Mais c'est en faisant mes recherches moi-même et mes découvertes que j'ai vraiment vu que c'est un grand homme et ses actions et ses paroles sont quand même toujours une source d'inspiration pour ce que nous vivons aujourd'hui et les difficultés qu'on peut voir, remarquer dans notre société nous-mêmes. Et pour illustrer ça, je vais paniquer pas, mais je vais sortir un petit extrait. En fait, je vais vous lire un petit extrait de la lettre du roi des Belges, Philippe,
qu'il a publié l'année passée pour l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, où il exprimait ses regrets pour la colonisation. Je trouvais pas que c'était une lettre incroyable ou extraordinaire. Je pense qu'elle arrivait un peu trop tard. Elle n'était pas assez forte. Mais il y a bien une chose que j'ai vraiment retenue, c'est qu'il dit à un moment, attendez, je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, puisque c'est ce que je remarquais aussi en lisant Lumumba et en le comparant avec mon propre vécu, c'est que l'histoire de la colonisation, de l'impérialisme, a toujours une influence et est vraiment important pour comprendre le racisme structurel qu'on voit encore aujourd'hui et les discriminations dans notre société. Et je trouve que c'est plutôt impressionnant que le leader de la dynastie des Saxe-Cobourg l'avoue, alors que c'est quelque chose que beaucoup de personnes dans notre société, beaucoup de personnes, de politiciens, malheureusement, refusent encore d'accepter. Et je pense que c'est vraiment une source d'inspiration, particulièrement pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui s'implique fortement dans les luttes comme le mouvement du Black Lives Matter ou les mobilisations contre les violences policières, des mobilisations et des faits qui sont toujours d'actualité et pour lesquels on doit toujours lutter. Et c'est malheureusement les événements du week-end passé à Bruxelles nous le rappellent encore fortement. Et je pense que ça, c'est important, ces luttes, puisque c'est une façon pour nous, jeunes Belges issus de l'immigration, d'affirmer notre place dans la société, une société qui est la nôtre, puisqu'il faut toujours rappeler que c'est le racisme et les discriminations qui minent la cohésion sociale, l'unité d'un pays. Donc c'est le racisme qui fait ça, et c'est pas les antiracistes, puisque j'entends souvent que c'est un peu à la mode parfois d'accuser les gens qui luttent contre le racisme, les antiracistes, de prôner la division ou de miner la cohésion sociale, mais il faut pas inverser les choses, c'est le racisme qui fait ça, donc c'est important de le combattre. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous aussi un moment qui m'avait marqué particulièrement lors des mobilisations pour le Black Lives Matter. C'était à la manifestation au Palais de Justice l'été passé. Il y avait une personne avec une pancarte sur laquelle il y avait marqué « They are marching with us ». Donc, ils se mobilisent, ils marchent avec nous, avec des photos d'entre autres Lumumba, Sankara, mais aussi Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, mais aussi Kathleen Cleaver et Hugh Newton des Black Panthers. Donc de rappeler en fait que toutes ces histoires, ces mobilisations contre le colonialisme, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, et maintenant ces mobilisations contre le racisme sont toutes liées l'un avec l'autre, et c'est toujours des sources de mobilisation pour nous, enfin d'inspiration, pardon, pour nous, pour continuer ces combats. Et donc voilà, je trouve que c'est très important de rappeler ça. Et puis il y a des phrases, des extraits de discours de Lumumba que certains d'entre vous ont déjà partagé, avec que je partage tout à fait. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler. Et je pense que Madame Brackman l'avait rappelé aussi. C'est que ce qui est très particulier chez Lumumba, c'est qu'il était un homme très fier. À aucun moment il se sentait inférieur par rapport à qui que ce soit, par rapport à des personnes occidentales. Et je pense que ça aussi, c'est une source d'inspiration, puisque quand on vit le racisme, c'est une violence, mais c'est aussi une source d'humiliation constante. Et je pense que ça, c'est une source d'inspiration, cette fierté qu'il avait tout le temps envers le Congo, enfin l'Afrique, les possibilités de l'Afrique, le potentiel de l'Afrique, de son rayonnement. Je pense que M. Suarez l'avait cité aussi, qui disait nous allons faire du Congo le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Et cette dernière phrase aussi, c'est le fait, M. Van Ness et M. Dembélé l'ont cité aussi. Je pense que c'est ça, en fait, qui rend encore Lumumba très intéressant. Et il dit aussi à un moment dans une de ses phrases, il dirait aussi, dans sa dernière lettre qu'il envoyait à sa femme, il disait aussi « Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Donc ça, c'est vraiment pour moi une illustration de l'œuvre et des pensées de Lumumba qui m'inspire toujours. C'est que il osait s'attaquer envers ce système d'exploitation, envers l'impérialisme, le colonialisme, qui se nourrit du racisme et
comme disait ce que j'allais revenir, comme disait Monsieur Vanès et disait Monsieur Dembélé, c'est que ce diktat des multinationales, c'est le néocolonialisme qui essaie de dominer toujours l'Afrique, qui l'empêche de choisir son propre chemin indépendant. Je pense que ce sont des choses toujours d'actualité. Et Lumumba a encore une inspiration clairement dans ces choses-là. Et puis pour terminer, je pense que sur une note un peu plus personnelle, je pense que pour les Belgo-Congolais, pour moi en tout cas personnellement, je pense que Lumumba joue un rôle déterminant dans notre identité en tant que Belge et Congolais, puisque c'est une personne qui a, disons, une place plutôt controversée dans les relations entre les deux pays. Je pense aussi, après, d'autres l'ont déjà mentionné, c'est qu'après Lumumba vient la dictature Mobutu, qui a créé beaucoup de réfugiés politiques, entre autres, certains sont venus en Belgique, comme par exemple le père de Vincent Compagnie, entre autres. Et je pense que ça, c'est une chose à retenir, en fait, que nous, en tant que Belges d'origine congolaise, c'est important de toujours raconter son histoire, de continuer à raconter ses luttes et ses combats, parce que ça peut rester une inspiration. C'est pour ça que les organisations décoloniales jouent un rôle très important, par exemple en militant pour plus de rues ou de places nommées après Patrice Lumumba, puisque son histoire n'est pas assez connue ici en Belgique. L'éducation ne fait pas son travail à ce niveau-là. Et j'espère, moi personnellement, que son histoire et ses convictions vont continuer à inspirer les générations futures. Et je pense que c'est à nous de transformer les frustrations qu'on vit aujourd'hui dans la société belge en motivation pour continuer le combat qu'il a commencé et d'affirmer notre place dans cette société belge qui est également la nôtre. Merci pour cette conclusion très, très forte et enthousiasmante. Avant de passer aux questions, je vais soulager notre interprète Justine et vous demander un petit instant de patience pendant qu'on fait le switch des interprètes. On a reçu vraiment beaucoup de questions. On a essayé d'en prendre un maximum, de les synthétiser entre elles pour que le moins de personnes possible soient oubliées. On ne prend plus de questions maintenant, donc je suis désolé si vous venez de la poser. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité de la prendre. Hilde, est-ce qu'on est bon avec la traduction? Oui, ok, super. Alors, j'ai une première question pour Monsieur Dembélé ici. J'aimerais poser ma question à Monsieur Dembélé. Comment l'Afrique pourrait-elle devenir souveraine lorsque nos dirigeants s'accrochent aux aides au développement de l'Occident, alors que nous savons que c'est à cause de cette aide aussi que les pays africains sont liés et ne sont pas souverains? En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez répondre à ceci? Merci beaucoup. C'est vrai, mais ce n'est pas tous les dirigeants africains qui ont cette mentalité-là. Je pense que même ceux qui tendent tout le temps la CEDI pour demander de l'aide, ils ont constaté que cette aide les enfonce davantage dans la dépendance et qu'elle n'a pas servi à les sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, je crois que le constat avec la pandémie qui ravage toutes les économies du monde, le constat fait par la plupart des dirigeants africains, c'est qu'il est temps de compter d'abord sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur le continent africain. Parce que quand ils ont demandé l'annulation de la dette pour consacrer des ressources à la lutte contre la pandémie et à la relance de leurs économies, vous savez tous ce qui a été la réponse. La suspension du paiement pour 6 mois, pas d'annulation, mais un différé de paiement pour 6 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité. Les pays qui sont développés, qui sont censés donc avoir des ressources nécessaires, qui parlent tout le temps d'aide à l'Afrique, de solidarité avec l'Afrique, quand concrètement les Africains ont dit annuler cette dette parce que nous avons un double problème sanitaire et économique, ils ont dit non, on peut suspendre, différer le paiement, mais on ne peut pas annuler. Donc, je crois que les dirigeants africains constatent amèrement que cette prétendue aide les enfonce davantage dans la pauvreté, dans la dépendance, et que
il est temps qu'ils comptent sur eux-mêmes parce que les ressources existent en Afrique. J'ai parlé des 90 milliards que l'Afrique perd chaque année. Et ça, c'est une institution des Nations Unies qui l'a dit. Ce n'est pas un organisme africain. Donc, les ressources sont là. Ce sont les politiques qui sont mauvaises. Et par conséquent, je pense que quand je parle de changement de paradigme, ça inclut le changement de mentalité de la part des dirigeants africains. Et nous y arriverons, je crois. Je suis optimiste. Merci. J'ai une question ensuite pour Madame Brackman. J'ai quelqu'un ici qui dit « J'aimerais connaître le rôle de Moïse Tshombe dans l'indépendance ». Alors, si vous pouvez être concise, j'imagine que c'est un vaste sujet. Oui, Moïse Tshombe était donc le leader du Katanga et la Belgique voulait affaiblir Lumumba qui plaidait pour l'unité du pays en favorisant des leaders régionaux. Et dès la table ronde économique, les Belges ont misé sur le Katanga et sur le Kasaï, qui étaient les deux provinces les plus riches, et sur les dirigeants de ces deux provinces en leur faisant miroiter les bénéfices qu'ils pourraient avoir une indépendance pour leur province séparée de l'ensemble du pays et donc profiter à eux seuls, en bonne entente évidemment avec la métropole, des ressources des mines de diamants au Kasaï et du cuivre et de tout le reste au Katanga. Merci. J'ai une autre question ici pour Monsieur De Witt. Les archives générales du royaume possèdent, paraît-il, des fonds qui pourraient nous apprendre encore des choses sur l'assassinat de Lumumba. Ces archives sont toujours classifiées. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait y trouver? Je ne connais pas de dossiers qui sont spécifiquement sur l'assassinat de Lumumba ou la fin de Lumumba, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Par exemple, en ce qui concerne l'assassinat de Rwagasore, il y a encore des documents qui ont été archivés en 2009, donc presque 50 ans après l'assassinat. Donc, c'est d'ailleurs, je crois, une méthode pour cacher l'histoire. Il y a énormément d'archives, des documents, des témoignages, par exemple au MRAC, au musée de Tervuren, mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas inventoriés et archivés, il n'y a pas moyen pour les étudier. Donc, je crois que c'est très important, surtout avec la commission colonisation, qu'on va suivre tout ça. Et je crois que notamment le musée de Tervuren devait être dans la pointe de mire de la commission, au lieu d'être d'une façon ou d'une autre dans l'organisation des travaux de cette commission. Donc, analyser des crimes d'État, analyser les points névralgiques de cette histoire, c'est toujours entre l'État et le chercheur un travail un jeu de chat contre le souris. Et en ce qui concerne les travaux dans les archives belges, il faut avoir une patience, une ténacité pour travailler, pour chercher des documents. Et parfois, l'amateurisme qui existe à ce niveau-là nous aide beaucoup à trouver des documents. Et ce qu'on peut faire, et ce qui est toujours intéressant, c'est analyser des documents en relation avec des documents, par exemple, américains ou anglaises. C'est d'ailleurs ça qui est très intéressant. On a eu la commission Lumumba, mais si on met les documents de mon livre et de la commission à côté des documents qui ont été produits par la commission américaine, the Commission Church, qui a traité notamment du rôle de la CIA dans différentes tentatives d'assassinat, on trouve des choses extrêmement intéressantes et de nouveaux pistes à examiner. Je crois que pour l'assassinat de Lumumba, et la décolonisation, l'archive le plus important, ce sont les archives de l'Union minière et de ses succursales.
qui sont donc aux archives du royaume, mais ce sont des archives énormes, des dizaines et des dizaines de mètres. C'est vraiment impossible pour un chercheur indépendant d'examiner ça, et je crois que ce serait une très bonne idée si la commission colonisation pouvait conclure qu'on va mettre de l'argent à la disposition des chercheurs justement pour exploiter ces archives, parce que c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant n'est pas fait. Bien entendu qu'il faut laisser entrer aux archives des chercheurs qui veulent vraiment aller au fond des choses. Merci. Je pense que M. Vanès a entendu votre clin d'œil appuyé. Monsieur Dembélé, oui, vous faites signe? Oui, je suis désolé, je dois partir parce qu'il y a le couvre-feu dans... Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour votre présence encore. Merci beaucoup. Au plaisir de pouvoir à nouveau échanger avec vous. Je vous souhaite un grand plaisir et je serai toujours disponible quand il s'agit de Lumumba et d'autres héros africains. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous, au revoir. C'est un grand plaisir, merci. Okay. Madame Brackman, j'ai une deuxième question pour vous. J'ai quelqu'un qui dit « Il est vrai que les pays africains ne sont toujours pas indépendants, même s'ils le sont formellement. Ne pensez-vous pas que l'histoire va se répéter et que l'Occident interviendra toujours, comme ils l'ont fait pour Lumumba? Pensez-vous que l'Occident lâchera un jour l'Afrique, étant donné que l'Afrique dispose de ressources que l'Occident n'a pas ?» Oui, je voudrais juste revenir un petit peu sur la discussion précédente pour rappeler ceci, c'est qu'il y a une enquête a été ouverte par le parquet de Bruxelles, une enquête judiciaire à la suite de l'assassinat de Lumumba. C'est jugé un crime imprescriptible et donc il y a une action judiciaire qui est toujours en cours et on pourrait peut-être espérer qu'elle aboutisse à quelque chose. Voilà, alors pour répondre à la question, je crois que oui, que les anciennes puissances coloniales, les pays européens vont toujours essayer d'avoir ce qu'ils appellent entre guillemets ce lien privilégié avec l'Afrique, mais que maintenant le monde a changé, il y a d'autres partenaires et que la marge de manœuvre, la marge de négociation des pays africains est beaucoup plus grande et que donc ils peuvent, pour employer les termes, mettre en concurrence les différents pays, les différents États qui veulent collaborer avec eux et donc élargir leur marge de manœuvre et donc améliorer les termes de l'échange. Et que si, par exemple, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à modifier son code minier, à faire passer à 10% la taxe sur les minerais stratégiques contre les 2,5 qui étaient demandés avant, ce qui était vraiment rien du tout, c'est aussi parce qu'elle sait que ces matières premières ont des acquéreurs qui ne sont pas uniquement les pays européens, mais que sur le marché mondial, il y a d'autres pays qui peuvent se présenter. Et donc, c'est la loi de l'offre et de la demande et la marge de manœuvre de l'Afrique s'est tout de même fortement élargie. Merci. J'ai une question pour Monsieur Suarez ici. Est-ce que le panafricanisme et l'héritage de Lumumba est connu parmi la jeunesse congolaise, d'abord au Congo même, mais aussi dans la diaspora, en particulier en Belgique? Alors, je vais commencer par la Belgique. Lorsque je suis arrivé en 2004, je vous ai dit que j'ai été choqué par l'ignorance qui existait et en fait les stéréotypes portés par la propagande coloniale qui étaient assez ancrés dans les mentalités. J'ai fait un petit sondage qui n'était pas représentatif, mais qui me permettait d'avoir une idée. Je venais de débarquer et je me suis rendu compte que sur une vingtaine de personnes à l'époque, il y avait peut-être, et toutes étaient des étudiantes, étudiants, y compris des afrodescendants. Il y avait peut-être 2 qui connaissaient parfaitement qui était Lumumba, 3 ou 4 qui en avaient vaguement entendu parler et le reste ne connaissait pas du tout. Et donc, le personnage à l'époque n'était pas connu, à plus forte raison son action. Et j'irai même au-delà, c'est-à-dire son action panafricaine et sa vision du panafricanisme, en fait. Et donc, il faut savoir que déjà, la question du panafricanisme en tant qu'idéologie politique est beaucoup plus ancrée, c'est mon constat personnel, est beaucoup plus ancrée en Afrique de l'Ouest que en Afrique centrale. Il y a déjà cette problématique
qui s'est déporté aussi dans les diasporas, hein, il faut le dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure des années, moi, je me suis rendu compte, et là, j'aimerais saluer le travail que le CADTM a fait, et Intal Congo aussi, avec Mémoire coloniale, que j'ai dirigé à l'époque, parce que finalement, le retour à l'agenda public de la question de la mémoire coloniale est lié à une stratégie qui a été mise en place et qui a été au départ portée par Intal Congo et Mémoire coloniale. Je dis retour parce qu'évidemment, Lumumba était connu, mais dans des cercles, l'action de Lumumba était connue dans des cercles d'initiés, d'intellectuels. La jeunesse ne se l'est pas appropriée, tout simplement parce que ce n'était pas enseigné et qu'il n'y avait pas des lieux extrascolaires où ils pouvaient s'approprier et le personnage et son action. Et donc, ce que nous avons fait au fil des années, c'est que nous avons fait de Lumumba la clé de voûte de la remise à l'agenda public de la question décoloniale. Parce qu'on s'est dit, celui qui était considéré comme l'ennemi public numéro 1, si on arrive finalement à l'imposer dans le débat public, eh bien, la question de la décolonisation va suivre. Donc, au fil des années, il y a eu des outils. Moi, je me rappelle pour les 50 ans de cette marche gigantesque qui a été organisée avec Intal à l'époque, avec Isabelle Minon, dont je salue l'action, et donc avec qui j'ai travaillé, et on a permis à beaucoup de jeunes, à travers des actions de terrain, donc que ce soit des manifs, que ce soit des visites guidées, et donc les visites guidées décoloniales qui ont été portées par la suite par Mémoire coloniale ont fortement, évidemment, attiré les jeunes et ont permis aux jeunes de toutes origines, à commencer par les afrodescendants, de connaître qui était Lumumba et de connaître son action panafricaine. Et donc, je donne un exemple aussi. En fait, pour faire le lien avec le Congo, et ça, Ludo, je remercie Ludo qui a travaillé avec nous sur ce dossier et qui a fait un travail formidable aussi bien sûr là-dedans que sur le discours volé, parce que il faut le rappeler, le discours, l'original du discours du 30 juin, donc le papier a été volé par quelqu'un qui l'a amené ici en Belgique. On a la copie. En fait, moi, je me rappelle que nous avions écrit, et Mémoire coloniale avait écrit au gouvernement congolais et pour demander le rapatriement et de l'Adam et du discours volé. C'était en 2015 ou en 2016. Le professeur Elike Mbokolo était allé à la télévision, nous l'avons mandaté pour aller à la télévision congolaise pour dire il faut absolument que le Congo puisse officiellement demander le retour du discours parce que pour nous, il faut que l'État congolais n'attende pas l'État belge et l'application des recommandations de la commission d'enquête pour mettre en place un institut politique, une fondation qui permette d'enseigner la pensée politique de Patrice Lumumba. Donc, au Congo, les échos que j'ai aussi, c'est que oui, il y a un enseignement, mais il est encore très parcellaire. Et donc, l'action de Lumumba est prend petit à petit d'épaisseur parce que oui, que ce soit au Congo ou en Europe, en Belgique, il y a des structures associatives, militantes, des militants, des activistes qui portent la question du lumumbisme et de Lumumba et qui font connaître son action. Et donc ça, c'est quelque chose, j'ai remarqué, moi, la différence entre les universités et les écoles en Afrique de l'Ouest et ce que les Congolais m'en disent, de ce que moi j'ai appris quand j'étais... le film de Raoul Peck au Togo, c'était un succès incroyable. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et aujourd'hui, je suis heureux que oui, de plus en plus, on a fait des conférences formation pour les jeunes. À Mémoire coloniale, il y a une cellule de formation pour les jeunes qui deviennent des militants. Et donc, de plus en plus, les structures militantes comblent le vide qui existe dans l'enseignement. Maintenant que je suis dans la politique, ben, ça, c'est un de mes chevaux de bataille, évidemment, pour que ce vide soit comblé au niveau de l'enseignement et qu'au Congo aussi, nous continuons d'appeler, et je sais qu'il y a des enseignants au Congo qui le font et qui appellent le gouvernement à mettre en place un véritable programme et nous appelons de nos voeux la mise en place de cette fondation politique qui enseigne la pensée de Patrice Lumumba
au Congo et partout en Afrique. Et ça, c'est un objectif aussi. Merci. J'ai une question ici pour Monsieur Vanès, que je vais tâcher de résumer parce qu'elle est un petit peu longue. Alors, l'establishment belge semble continuer comme il le fait depuis 60 ans. Comment briser cette attitude? Quels sont les moyens de pression? Comment voyez-vous un chemin vers la justice, si possible? Vaste question. Oui, vaste question. Ben, je pense qu'il y a deux volets en fait dans la réponse. Je pense que fondamentalement, ben, ce sont les peuples qui doivent s'organiser pour refuser que cette domination se perpétue. Et donc évidemment, on voit la difficulté d'arriver à une situation de ce genre. L'assassinat de Lumumba en est un exemple, et celle de Laurent Désiré Kabila 40 ans plus tard également. Mais il y a alors un deuxième volet, je pense, c'est qu'ici, on va dire, dans le centre de l'Empire, si je peux l'appeler comme ça, on a aussi un travail évidemment à jouer aussi. Donc toutes les personnes qui combattent les multiples injustices causées par le capitalisme doivent montrer, je pense aussi, le lien qu'il y a entre les conséquences sociales, économiques, politiques, toute la répression qui existe, la paupérisation, l'appauvrissement que subit la population dans nos pays à cause du capitalisme. Il faut arriver à donner cette conscience que dans des pays comme le Congo, la répercussion, toutes ces conséquences du capitalisme sont encore décuplées ou centuplées, que c'est encore bien plus grave qu'ici. Et donc voilà, ça je pense il y a une idée voilà, une conception internationaliste à développer, une forme de solidarité, une solidarité qui ne se conçoit pas comme simplement voilà, comme des actions caritatives qu'on peut voir, mais au contraire qui montre qu'il y a un combat commun à mener. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile dans un contexte où le racisme prend de la place. Et donc, c'est pour ça aussi que la lutte contre le racisme et la lutte contre le néocolonialisme sont deux luttes qui sont intimement liées. Et ça, c'est bien on ait pu le faire dans le mouvement actuel qui a mené notamment à la constitution de cette commission parlementaire, voilà, dont on verra évidemment ce qu'il en adviendra. Mais je veux dire, cette commission parlementaire, ce n'est qu'en fait, j'y vois surtout l'expression qu'à un moment donné, l'establishment a dû faire une concession au niveau parlementaire. Mais évidemment, le combat, il n'est pas que parlementaire. Et il faut surtout arriver à développer au sein de la mentalité de la population, d'expliquer ce qu'était le colonialisme et ce qu'est aujourd'hui le néocolonialisme. Il y a vraiment un travail très important à faire. Et en tout cas, pour l'instant, l'enseignement, il est loin de le faire. Donc, il y a un combat qui est à mener, que l'enseignement change sur ces aspects, mais il faut que le monde associatif, et c'est ce qu'il fait évidemment, mène ce combat aussi lui-même, et qu'on touche un maximum de personnes. Merci. Je propose qu'on conclue sur cette perspective, du coup, sur cette mobilisation sur le terrain pour faire changer les choses. Je voulais encore une fois vous remercier tous et toutes pour avoir participé à cette soirée. J'espère qu'elle aura permis d'éclairer un petit peu ce qu'était la pensée de Lumumba, les mobiles de son assassinat, l'actualité des causes qui y ont mené, c'est-à-dire le néocolonialisme et ce maintien de l'Afrique dans une forme de sous-développement par l'ingérence, et puis surtout que ça nous donne à tous et toutes des pistes pour agir et pour changer cet état de fait qui n'a rien d'une fatalité. Encore une fois, merci à tous et toutes.
Je rappelle que la soirée était organisée par la revue Lava, lavamedia.be. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous avez beaucoup d'articles qui sont en libre accès, en français comme en néerlandais. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on aura l'occasion d'être amené à nouveau à se croiser sur ces thématiques-là. Au revoir.